une image, c'est peut-être celle qui est le plus saisissante de la semaine, c'est l'image de Bachar el-Assad. C'est peut-être un des plus grands bouchers de toute l'histoire, toutes époques confondues, qui est reçu royalement par Xi Jinping. Autre grand coupable, lui, c'est les Ouïghours. Ces deux hommes-là, on ne peut pas compter le nombre de morts qu'ils ont sur la conscience, mais cet autre monde-là se porte pas mal. Nous faisons face à une internationale des dictatures, et oui, elle se porte pas mal. Et donc, tous ceux qui ont espéré, après avoir cru pendant longtemps que Vladimir Poutine n'envahirait jamais l'Ukraine, tous ceux qui ont espéré que ça serait facile et que ça irait vite, tous ceux qui ont ri devant les fiascos de l'armée russe se sont plantés. Ce conflit, c'est un conflit à long terme. Et il est déjà, au moment où on se parle, global. Vous savez, moi, au Parlement européen, j'ai présidé la commission sur les ingérences étrangères dans nos démocraties. Et nous avons méthodiquement étudié la manière dont la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi la Chine de Xi Jinping, faisait une guerre hybride contre nos démocraties, allait jusqu'à hacker nos hôpitaux, allait jusqu'à kidnapper les téléphones portables de vos enfants pour leur faire croire que la démocratie était ingouvernable et que ce qu'il fallait, c'était le chaos. Eh bien, cette guerre hybride, elle ne va pas se résoudre d'un claquement de doigts. Et que donc, ce qu'on attend des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux, c'est des caps clair, c'est d'expliquer à la population française, puisque vous parliez du discours d'Emmanuel Macron ce soir, c'est qu'il explique aussi que dans ce conflit, eh bien, on tient le cap. On a quelqu'un qui tient le gouvernail. Alors parlons de la clarté. Exemple Xi Jinping. On a là, il est au pouvoir, c'est un des hommes les plus puissants du monde. Il est très bien traité en réalité par la France, par l'Allemagne, etc. Vous vous dites qu'il est coupable de génocide sur les Ouïghours. Il est coupable d'avoir déporté un peuple, et donc oui, d'avoir génocidé les Ouïghours, et il est coupable aussi de nous réduire à la dépendance de manière permanente. Donc moi, je ne fais pas simplement appel... Effet très concret. Non, mais juste qu'on comprenne bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut lancer un mandat d'arrêt international contre Xi Jinping, comme on le fait comme pour Poutine, c'est-à-dire inculper Xi Jinping? Est-ce que vous y seriez favorable? Les plus hauts dirigeants chinois, mais... Vous m'avez pas répondu. Est-ce que Xi Jinping... Je vous pose une question précise. Réponse précise, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut inculper Xi Jinping? Il faut laisser la justice internationale faire son travail. C'est pas Est-ce que vous le souhaitez? Qui a décidé d'inculper Vladimir Poutine. Je pense qu'un jour, Xi Jinping devra répondre, oui, de ces crimes contre l'humanité commis sous sa responsabilité, sous son impulsion, et que oui, il devra faire face à la justice. Soyons très précis, pardon, je me permets de passer un point très important. La Chine... ni la Russie d'ailleurs n'ont ratifié, n'est-ce pas, le statut de Rome. Donc on peut tout à fait les poursuivre l'un et l'autre. Ça veut dire que dès maintenant, on pourrait considérer qu'un Xi Jinping n'est plus accueillable en France. C'est la Cour qui doit le décider. Et votre souhait à vous? Mais moi, je veux qu'il réponde de ses crimes. Il a déporté un peuple dans son entièreté, dans des camps de concentration, stérilisé les femmes, réduit en esclavage une nation. Mais moi, ce que je veux d'abord... Maintenant, écoutez-moi. Mais Raphaël Glucksmann, pardon, vous dites je veux, mais vous savez bien que ça n'est pas vrai. On ne le fera pas. Xi Jinping reviendra en France. On cesse d'être dépendant de ce type de personnes et de ce type de régime. On l'est de plus en plus. Or, on l'est de plus en plus, oui. Vous savez, demain, on va annoncer un grand plan sur la transition énergétique et la transition écologique. Eh bien, 97% de nos panneaux solaires viennent de Chine et viennent notamment du système concentrationnaire chinois. Moi, ce que je prône, c'est justement qu'on redevienne indépendant vis-à-vis de ce type de régime, qu'on apprenne de nos dépendances vis-à-vis de Poutine et qu'on comprenne que quand nous sommes totalement dépendants sur des secteurs stratégiques d'un régime comme le régime chinois, dont les principes et les intérêts à long terme sont hostiles aux nôtres. Ce sont des vœux que, vous le savez bien, Raphaël Glucksmann, pardon. Non, ce ne sont pas des vœux. Rappelez-vous l'affaire des masques. Sur ces plateaux, rappelez-vous les politiques venaient nous dire vous allez voir, on va fabriquer nous-mêmes les masques. Résultat, allez dans n'importe quelle pharmacie à Paris, la plupart des masques viennent de Chine. Point. Et ça continue. On n'est pas capable de produire du Doliprane, on s'en est rendu compte aussi pendant la pandémie, on n'est pas capable de produire du Cura. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de vivre dans un pays, sur un continent, où on n'est pas capable de produire des médicaments en cas de pandémie? Non. Ce n'est pas réaliste. Ce qui est réaliste, c'est de récupérer la production dans les secteurs stratégiques. Ce qui est réaliste, c'est de cesser d'être un continent de simples consommateurs de sécurité américaine. Et que faisons-nous si jamais Donald Trump redevient président des États-Unis et balance notre sécurité par-dessus bord? Est-ce que ça traduit un double discours des Occidentaux, d'énergie tyrannique? Les principes, et en réalité, on l'a bien compris, si Xi Jinping veut revenir à Paris, il sera accueilli, tapis rouge, ça on peut déjà le parier, franchement. Vous pariez avec moi? Je parie avec vous que vous avez raison. Voilà. Donc, en réalité, c'est un peu n'importe quoi. On dit un peu n'importe quoi. Non, on ne dit pas n'importe quoi parce que... Quand l'auteur d'un génocide... Raphaël Glucksmann, je ne dis pas que vous dites n'importe quoi, mais je dis ce discours occidental disant oui, il a coupé d'un génocide, mais on va quand même l'accueillir.
c'est n'importe quoi. Mais c'est encore pire que cela. Parce qu'en fait, c'est pas simplement on va l'accueillir, c'est on va continuer à construire notre dépendance à son égard. C'est on va signer l'accord d'investissement avec Xi Jinping en pleine déportation des Ouïghours et en pleine période de sanctions et contre-sanctions entre la Chine et l'Union européenne. Donc en fait, on va partir avec nos gros entrepreneurs, nos plus grands groupes et aussi ceux parmi notre classe politique qui ont décidé d'aller travailler pour le régime chinois dans le même avion pour aller en Chine. Il y a de l'argent, pardon. Il y a de l'argent. Est-ce qu'il y a beaucoup de cash? Vous parlez de certains hommes politiques, femmes politiques qui sont liés notamment à la Chine. Est-ce que d'après les informations que vous avez eues, c'est non seulement des liens d'intérêt du genre congrès, etc., mais du cash? Il y a du cash, mais le cash n'explique pas tout. C'est pas mal, ça aide beaucoup certains. Il y a toute une série de personnalités politiques, d'anciens ministres, d'anciens aussi responsables d'institutions clés dans notre vie publique, qui, après leur mandat, partent travailler pour les intérêts liés au régime chinois. On a vu ce que ça a donné sur la Russie de Vladimir Poutine et sur tous ceux qui ont été travaillés pour Gazprom. Donc il y a un grand ménage à faire pour rétablir notre souveraineté et rétablir une forme minimale de loyauté au sein de nos classes dirigeantes. Sous quelle forme, pardon, Raphaël, soyons précis, juste pardon, précis aussi là, sous quelle forme? Il y a eu, n'est-ce pas, une commission de l'Assemblée nationale qui a eu des résultats relativement limités. Est-ce qu'il faudrait la pousser et aller plus loin dans les enquêtes sur ceux qui touchent de l'argent, chinois ou russes d'ailleurs, ou d'autres puissances? Il faut aller plus loin et nous avons fait des recommandations à l'échelle européenne qui sont extrêmement vigoureuses et importantes. Le problème, c'est que tout prend un temps fou. Le problème, c'est qu'on attend de la Commission européenne un paquet sur la défense de la démocratie qui est essentiel, qui obligerait par exemple les responsables d'organisations, de think tanks, de déclarer déjà l'argent qu'ils touchent. Qui finance, quand on vient sur un plateau télé et qu'on a des gens qui vous sortent une défense en règle d'une politique réaliste vis-à-vis de Pékin et qu'ensuite vous découvrez qu'il y a des financements chinois dans les organisations pour lesquelles ils travaillent, au moins que ça soit accessible au public. Les Allemands, nos amis allemands, nos partenaires allemands qui vendent toujours plus même, ils sont, n'est-ce pas, c'est le premier partenaire commercial, leurs voitures, ils veulent les vendre aux Chinois, toujours plus nombreuses. En réalité, ce que vous dites est sûrement très noble, mais la réalité c'est réaliste. C'est réaliste, enfin réaliste, pas pour l'instant, puisque ça va dans l'autre sens. Mais ce qui est irréaliste, c'est de maintenir ces dépendances. Bien sûr que ça enrichit quelques-uns d'entre nous, le fait d'être à ce point lié au marché chinois ou à l'appareil productif chinois. Mais qu'est-ce que vous faites le jour où la Chine envahit Taïwan et où il y a une crise suffisamment puissante pour qu'il coupe l'approvisionnement, par exemple, dans les secteurs stratégiques de l'Union européenne? Est-ce que le risque existe qu'on se couche? Exactement. Le risque existe que nous vivions de manière servile, que nous perdions notre autonomie. Et ce que je veux, moi, c'est lutter pour que s'affirme une souveraineté politique européenne, pour que nous soyons maîtres de notre destin. Vous savez, quand nous travaillons à l'édification de cette souveraineté au Parlement européen, ce ne sont pas des lobbyistes du gouvernement chinois que nous avons face à nous. Nous avons face à nous, par exemple, les représentants d'une entreprise comme Volkswagen. Parce que Volkswagen a décidé de miser tout son avenir sur la Chine. 50% de son chiffre d'affaires en termes de vente et 40% en termes de production. Donc Volkswagen, quand Volkswagen intervient dans le débat public européen, ce n'est plus une entreprise simplement allemande, c'est une entreprise aussi chinoise. Et c'est un lobby très puissant. Au Parlement européen, vous avez sûrement beaucoup d'influence, mais sans vous insulter, je pense que quand le patron de Volkswagen arrive avec sa puissance d'influence, sans avoir besoin de donner des enveloppes, voilà, notamment sur les eurodéputés allemands. Et oui, et c'est ce type d'influence qui nous a conduit à des politiques profondément irréalistes, contraires non seulement à nos principes, mais j'aimerais pas me faire caricaturer comme une sorte d'idéaliste qui vient simplement vous vendre des principes, mais contraires à nos intérêts à long terme. Il faut rétablir cette idée de base. Si vous ne produisez pas, eh bien vous n'êtes pas maître de votre destin. Raphaël. Et on a fait de l'Europe un continent de consommateurs. Ce sont des politiques commerciales, c'est une absence de politique industrielle. Ce sont des décisions qui ont été influencées effectivement par des lobbies et qui nous ont réduits non seulement à une forme d'impuissance, mais aussi à une forme d'habitude, de léthargie habituelle et continue.